Le métier d'agent de comptoir consiste à vendre des séjours, des forfaits, des vols secs ou des circuits à des clients qui peuvent être des individuels ou des groupes, voire des sociétés. Le combiné Nefertiti, donc celui-ci c'est une croisière plus une extension au Caire, c'est ça? J'ai fait un BTS tourisme, animation et gestion touristique locale. J'ai suivi une année en alternance. Ce que je vais faire, je vais vérifier les disponibilités, si on a de la place au départ de Paris le 17 février. Après mon année de formation en alternance, on m'a proposé d'intégrer l'équipe à plein temps avec un CDI et j'ai accepté. Ça fait 3 ans que je travaille ici. Le matin, on arrive, on relève son courrier électronique, on rappelle les clients, on fait un point avec eux sur leur séjour, ce qu'ils souhaitent. On va traiter toutes les nouvelles demandes, les vols secs, les circuits, etc. 19h45, arrivé 9h35, retour le 12. Il y a également le face-à-face avec le client qu'il faut gérer entre-temps. Jour par jour, on va vérifier les carnets de voyage manquants, les soldes aussi, les encaissements pour les clients qui n'ont pas réglé à J-30, on va les débiter. Les côtés positifs découvrent beaucoup sur les pays, la géographie, les cultures. On est sans cesse en contact avec le monde extérieur, le monde politique. On vient de solder le billet d'avion, on a fait une modification, on l'a facturé, et là on est en train de faire l'encaissement, on va faire la remise du billet maintenant. Les aspects négatifs, on fait énormément de devis, de cotations pour des clients qui au final n'achètent pas forcément, mais c'est la règle du jeu. Je voudrais aussi avertir les plus jeunes qui pensent qu'on est toujours en train de voyager, c'est pas le cas. Les qualités requises pour être un bon agent de comptoir sont être un bon vendeur, réactif, dynamique, organisé, avoir une bonne élocution, bien sûr ne pas avoir peur du client. Et il arrive à Casa à 6h35, redécollage à 8h05. Les perspectives d'évolution comme agent de voyage, ce serait donc éventuellement d'être responsable d'une agence. Alors, je m'appelle François, je suis sorti du cours d'animation en ligne avec la compagnie Active en 2012 et aujourd'hui, en 2015, je suis maintenant chef animateur. Ce qui me plaît le plus en tant qu'animateur, c'est le contact avec le client, les activités qu'on fait avec le client, la joie d'être ici tous les jours sous le soleil en train de profiter et de nous amuser et les spectacles qu'on fait, tout ce qui est mise en scène, les spectacles de comédie, les spectacles de danse qui sont des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui au final, je me suis découvert une passion pour tout ce qui est d'être sur scène. Le cours en ligne, c'était pour moi la chance de devenir animateur. C'est ce qui m'a permis de prendre la confiance en moi, c'est ce qui m'a donné le bagage suffisant pour commencer sans paniquer. Le cours qu'on a fait en ligne est un cours qui se divise en plusieurs parties. Il y a partie pratique, où on va s'enregistrer, se filmer, prendre des photos qu'on va mettre ensuite sur la page web que l'on va envoyer au professeur. Et il y a tout ce qui est partie théorique. On a donc un certain nombre de questions qui nous sont posées auxquelles il faut qu'on réponde et aussi quelques exercices à faire, création de programmes pour adultes, d'activités spéciales, d'événements spéciaux. La partie du cours qui m'a le plus plu était la partie pratique. On a fait des vidéos en train de faire une mini-disco, en train de danser une danse du club, en train de s'imaginer avec un micro factif et en train de présenter une remise de diplôme. Et c'était les parties qui étaient les plus divertissantes pour moi. Parfait, la meilleure expérience. Et je me suis dit qu'à 23 ans, c'était pas trop tard pour commencer. Et maintenant, j'en ai 27 et je regrette absolument rien.
Maria Lantas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ESCAET, une école de commerce spécialisée dans le tourisme. Oui. Aujourd'hui, on va évoquer avec vous un métier spécifique qui est chef de produit chez un tour opérateur. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, chef de produit chez un tour opérateur, c'est le métier qui fait rêver dans le tourisme. Et en fait, tous les étudiants qui s'intéressent en général à faire des études dans le tourisme se disent « je veux être chef de produit, je veux être chef de produit ». Alors, c'est un métier qui a extrêmement évolué, qui est de plus en plus rare chez les tour opérateurs de la façon dont on l'imagine au départ. Et qui, en fait, on va le retrouver, par contre, dans beaucoup d'entreprises différentes. On va le retrouver dans les agences en ligne, sur Internet. On n'imagine pas qu'il y a des chefs de produits, mais en réalité, il y a des gens qui vont aussi chercher ces produits-là. Et on va le retrouver dans les destinations. On va le retrouver en Asie, on va le retrouver en Amérique latine, on va le retrouver en Europe, un peu partout. En fait, on va le retrouver dans des agences réceptives. Donc, c'est des gens qui sont dans les destinations et qui, effectivement, aussi créent les produits. Sur place, directement. Sur place, directement. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Alors, il a beaucoup évolué, ce métier, parce qu'avant, c'était effectivement un métier, quand on parlait du chef de produit chez un tour opérateur, c'était simplement, enfin, pas simplement, mais c'était quelqu'un qui allait effectivement très régulièrement dans les destinations et qui faisait ses négociations sur place avec les agences réceptives. Et puis, quand il rentrait, il avait fait ses négociations, il construisait son produit. C'est-à-dire, j'ai acheté tant de sièges d'avion, j'ai acheté tant de nuitées hôtelières et je construis un package, je le mets dans une brochure et je le vends. Aujourd'hui, il s'est complexifié parce qu'il y a une concurrence qui est énorme, puisque les agences réceptives qui sont dans les destinations, elles vont directement vers le client. Les agences sur Internet, elles font concurrence aux tour opérateurs. Donc, les chefs de produits, ils sont partout et ils se font vraiment concurrence entre eux. Donc, du coup, il ne peut plus faire que ça. Et ça va être un super négociateur. Donc, on lui demande vraiment des techniques de négociation d'achat très poussées. C'est quelqu'un qui va être très analytique aussi. On lui demande d'aller assez loin dans des tableaux de bord, de l'analyse, de savoir quel produit est plus vendeur que l'autre. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont de plus en plus complexes. Alors, on peut se dire, oui, mais alors du coup, ça fait peur et ça fait moins rêver. Moi, je dirais qu'ils sont en fait, au contraire, plus complets et qui font appel à beaucoup plus de compétences aussi et qui sont du coup revalorisés. Donc, on a parfois ce métier-là qui est multicasquette ou alors on a plusieurs métiers qui font en fait un chef de produit. Donc, on a un acheteur d'un côté dans une entreprise, puis il va faire passer ensuite, une fois qu'il a fait ses négociations, à un chef de produit qui va plus s'occuper de la négociation, mais qui va s'occuper que de la conception du produit et la mise en ligne du produit sur le site internet ou l'élaboration du produit dans la brochure, par exemple. Et puis qui va ensuite faire le lien avec quelqu'un qui va s'occuper du pricing, donc de la partie yield management, quel prix je vais mettre pour mon... voilà, quel prix correspond à ce que mon client est capable de consommer, a envie de consommer. Et puis après, ils vont faire le lien avec des gens qui vont s'occuper du marketing, de la distribution et autres. Donc en fonction des structures... Ils s'exercent en fait de façon différente. Exactement. Plus on est dans une petite structure, plus c'est quelqu'un qui est multicasquette et qui fait un peu de tout ça. Plus on est dans des grandes structures et plus il est décortiqué. Et donc, plus on va avoir un acheteur, un chef de produit, mais qui aura peut-être moins de choses à faire que ce qu'il aurait fait avant, un responsable pricing, un responsable marketing, un responsable distribution. Voilà. Alors visiblement, ça demande beaucoup de compétences. Comment on s'y forme du coup? Quel niveau de diplôme est nécessaire? Bac+3, peut-être Bac+5? Alors quand même, je dirais aujourd'hui sur un chef de produit vraiment complet, je dirais quand même un Bac+5 parce qu'il faut quand même maîtriser les destinations, maîtriser des techniques d'achat, maîtriser de l'analyse, maîtriser de la distribution et du marketing. Donc c'est un peu complexe, même si on peut y rentrer aussi après un Bac+3. Et dans ces cas-là, on va avoir des postes d'assistant. Donc on va assister un chef de produit dans son quotidien et puis on va monter en compétences au fur et à mesure pour accéder à ce poste de chef de produit. Merci pour ces explications. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue. Donc, nous sommes au col de la Forclaz, dans le massif des Aravis, au-dessus du lac d'Annecy. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Pierre Botex et ça fait maintenant 8 ans que je suis accompagnateur en montagne. Pourquoi tu as choisi ce métier? Alors, ça remonte à loin. Quand j'étais enfant, j'ai passé pas mal de temps en montagne, en famille entre autres. Et du coup, j'ai toujours été attiré par la montagne et j'ai eu envie d'y vivre et d'y travailler. Est-ce que tu as toujours travaillé avec Aventure Humaine? Non, pas du tout. Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai d'abord commencé par travailler pour le bureau des guides de Pézenas-en-Croix, dans le massif de la Vanoise, pour qui je travaille toujours encore l'été. Et en 2012, je suis parti travailler toute la saison d'hiver pour une agence de trekking au Sultanat d'Oman. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Aurélien, le gérant d'Aventure Humaine. Et quel type d'activité tu encadres pour Aventure Humaine? Alors je travaille principalement l'hiver pour Aventure Humaine, ce qui fait que j'encadre surtout des randonnées à raquettes, et en particulier les week-ends igloo et des raids à raquettes. Et depuis ce printemps, on est en train de mettre en place un programme de stage photo aussi. Et pourquoi tu apprécies justement travailler chez Aventure Humaine? Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est le côté convivial, une petite agence, et on se connaît tous. Côté convivial aussi avec les participants des sorties. Et ça paraît bête, mais le fait de ne pas travailler pour quelqu'un, mais avec quelqu'un. Alors en tant que guide accompagnateur, comment tu te définirais? Alors moi, je me définis comme quelqu'un qui fait ce métier par amour pour la montagne et qui a envie de partager cet amour, partager des connaissances, partager aussi des endroits que j'aime beaucoup. Et donc ajouter à ça le côté convivial propre à la montagne. Et alors à ton avis, pourquoi partir en montagne accompagné? Alors pour moi, un des principaux intérêts de partir avec un professionnel de la montagne, c'est déjà de gérer les aléas liés à la sécurité. C'est d'autant plus valable en hiver quand vous n'avez plus aucun balisage de visible et qu'il y a un risque d'avalanche. Ça, c'est des points que maîtrisent particulièrement les professionnels. Et au niveau de la convivialité alors? Au niveau de la convivialité, ça va tout changer puisqu'en partant avec un professionnel, vous n'avez plus à vous préoccuper de rien. C'est lui qui va se charger d'organiser, de gérer aussi bien une partie du matériel que la nourriture, que les lieux pour bivouaquer ou se loger. Et donc vous partez l'esprit beaucoup plus détendu. Et en termes d'itinéraire alors? En partant avec un professionnel, on va faire confiance à quelqu'un qui connaît très bien la montagne et du coup on va pouvoir découvrir des endroits où on ne serait pas allé forcément par soi-même, des lieux secrets que connaissent vraiment seulement les gens du coin. Tous les guides accompagnateurs d'Aventure Humaine sont certifiés WIMLA. Qu'est-ce que c'est? Alors l'UMLA, c'est l'Union internationale des accompagnateurs en montagne. C'est une association qui vise à harmoniser à l'échelle internationale les pratiques d'encadrement des métiers de la montagne. Et c'est un plus pour la sécurité? Mais complètement, parce qu'en partant avec un guide certifié UMLA, qu'il soit français, espagnol ou anglais ou d'une autre nationalité, on a la certitude d'avoir un encadrement de qualité. Merci Pierre pour toutes ces informations et à bientôt avec Aventure Humaine. À bientôt sur les sentiers.
métier des guides conférenciers consiste à concevoir, créer et réaliser les visites qui sont proposées au public, les visites guidées qui sont proposées au public, dans l'exposition permanente au Musée de la musique et dans les expositions temporaires à la Philharmonie de Paris. Ce qui est intéressant, c'est la variété des expositions. On peut passer des musiques actuelles ou de la musique contemporaine avec une exposition sur Pierre Boulez et puis passer à une exposition sur la musique plutôt pop ou rock avec John Lennon plutôt que Bob Dylan et puis des expositions un peu plus historiques comme voilà, Beethoven cette année, mais toujours avec un point de vue original et qui sort un petit peu des schémas déjà parcourus. Notre métier consiste donc à accueillir le public et tout public. Donc, une des compétences les plus importantes du conférencier est l'adaptation au public différent. Donc, ça peut être des enfants jusqu'aux 99 ans ou plus. Et puis les publics spécifiques aussi, donc les publics handicapés, déficients visuels, les malentendants et aussi récemment, depuis quelques années, le public atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc on a tout un projet spécifique sur l'accueil de ce public. Le travail du conférencier est fait de deux choses. Un travail de recherche préalable, dans lequel on étudie le contenu, on fait des recherches sur le contenu et la préparation aussi du parcours du conférencier dans le musée ou dans les expositions. Et dans la conception de ce parcours, effectivement, on doit avoir toujours en tête quel est le public auquel on va s'adresser. Après ce travail de recherche et la restitution, au moment de la visite, c'est un petit peu comme un musicien qui prépare son concert et puis il restitue et il partage les émotions avec le public au moment du concert. Le conférencier, c'est un peu la même chose parce qu'il travaille en amont pour justement préparer sa visite et puis son activité aussi. Et puis au moment de la restitution, c'est la visite elle-même, c'est le partage de ce qu'on a pu connaître, ce qu'on a pu approfondir et c'est ce partage avec le public qui est la partie passionnante aussi du métier. Le fait de devoir préparer et faire cette recherche au préalable, c'est ce qui est aussi passionnant et ce qui renouvelle tout le temps le métier parce qu'on ne fait pas toujours la même chose, on ne parle pas toujours de la même thématique ou de la même période historique. Donc c'est ce qui est intéressant. On n'est pas tout seul, on est une équipe de plusieurs conférenciers, on est au sein du service culturel du musée, on est en contact avec les conservateurs aussi du musée, avec donc, le personnel qui travaille sur l'exposition et cela est très nourrissant et la conception des visites et des ateliers, des activités, s'est fait justement en commun, en mettant en commun toute notre expérience. Donc ça aussi, c'est un aspect très important et très beau aussi de notre métier. Je suis agent d'accueil touristique. Le métier là, on peut l'exercer en camping, en hôtel, dans des gîtes. Donc là, on est dans un camping. Donc, mon métier, c'est surtout l'accueil des clients. On prépare tout d'abord les arrivées. Voilà, on a des plannings à gérer en fonction de leurs préférences. Une fois que le client arrive sur notre camping, on essaye de l'orienter, on le met dans son hébergement. Au niveau des événements festifs, ici, on est toujours amené à devoir donner un coup de main à droite à gauche pour les aider à préparer, même pour les tournois sportifs.
Alors, les jours du départ, on s'occupe également de la vérification du mobile-home. On lui demande comment il a trouvé son séjour. C'est à nous d'essayer de faire en sorte qu'une information qui arrive par nous soit transmise de manière la plus précise possible aux services concernés. Il faut quand même avoir des très bonnes notions d'anglais. Au niveau du statut saisonnier, ça va dépendre de l'établissement dans lequel on va travailler. Les hôtels, évidemment, fonctionnent la plupart du temps à l'année. Maintenant, dans les campings, nous, ici, on n'est là qu'une partie de l'année. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir jongler entre plusieurs choses, avoir plein de responsabilités différentes pour aimer le contact avec les gens, trouver des solutions, savoir réagir assez rapidement, être souriant aussi beaucoup. C'est la première et la dernière personne que les gens vont voir, c'est nous à la réception. Nous sommes partis d'un label clé verte et nous avons réduit toute notre consommation d'eau par l'installation de mousseurs sur tous les robinets. Et nous avons aussi des panneaux solaires sur les lampadaires solaires du camping et 3 voiturettes électriques pour tous les déplacements des techniciens, des femmes de ménage. Nous redonnons aussi à notre fournisseur d'ampoules, toutes nos ampoules usagées, qui sont toutes à économie d'énergie. Nous, dans un premier temps, c'est de prévenir les gens, bien leur indiquer que nous, on a quand même une démarche environnementale, on essaye de faire des efforts et que c'est tout à chacun de faire ces mêmes efforts-là, de ne pas prendre la voiture sur le camping, de ne pas gaspiller trop d'eau. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, nous appliquons déjà les gestes nécessaires au sein de la formation, de façon à ce que le candidat agent d'accueil touristique puisse les adapter et les appliquer en entreprise dans une structure touristique. Par exemple, quand il y a des impressions papier qui sont erronées, eh bien, on utilise le verso pour du brouillon. Nous ne faisons pas de dépliants en couleur avant que ce soit vraiment validé par le formateur. Nous sommes bien sûr impliqués dans le fait qu'il ne s'agit pas de distribuer de la documentation touristique à gogo auprès de la clientèle. Donc je les informe sur ce fait-là. S'ils doivent concocter des animations, aussi utiliser des matériaux de récupération. Demain, dans une structure touristique ou un village vacances, il faudra effectivement réutiliser des décors que vous aurez utilisés lors d'un événement précédent pour éviter de gaspiller et de racheter et de faire perdre de l'argent à l'entreprise. Être acteur du développement durable pour un agent d'accueil touristique, c'est pour la dimension environnementale, sensibiliser la clientèle à l'empreinte écologique des activités en l'incitant par exemple à ramener ses déchets lors de randonnées. C'est diminuer son empreinte carbone en valorisant les produits et matériaux locaux et réutilisables. Pour la dimension économique, c'est œuvrer pour la bonne santé économique des structures locales en assurant la promotion de prestataires locaux. C'est contribuer à l'optimisation des moyens de transport pour plusieurs clients en mettant à leur disposition des vélos ou des solutions de covoiturage. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, lutter contre la discrimination en prenant en compte les publics en situation de handicap. C'est veiller à la sécurité des publics accueillis en s'assurant du respect des normes réglementaires d'accessibilité et de sécurité des lieux et des activités.
Thank